Lors de notre troisième session, mardi matin, nous nous sommes penchés sur la véritable cause des maladies. Nous avons étudié notre cycle de vie, ou cycle du carbone. Et aussi, soyons très clairs, les germes ne sont pas la cause de la maladie, mais le résultat de quelque chose. C'est pourquoi Ellen G. White dit à la page 88 de Ministry of Healing, en cas de maladie, nous devons en rechercher la cause. Comment s'enquérir de la cause? En posant des questions. On pose beaucoup de questions. Et vous souvenez-vous de ce que nous examinons? Les antécédents et les symptômes. Mais, bien sûr, vous n'obtiendrez pas la réponse tant que vous n'aurez pas commencé à essayer ou à mettre en œuvre différentes choses. Au fil de l'histoire, quelle est votre ligne directrice? Les 8 lois. Ainsi, si quelqu'un est déshydraté, on sait tout de suite qu'il y a un problème. Et si quelqu'un se couche tous les soirs à minuit, il y a un autre problème. Il faut donc toujours tenir compte des lois et des règlements. Lorsque j'ai commencé à travailler dans ce domaine, mon mari voulait créer son propre centre de santé. J'étais une mère qui faisait l'école à la maison et j'aidais d'autres mères parce que j'utilisais des remèdes naturels avec mes enfants depuis un certain temps. C'est ainsi que nous avons lancé la retraite de santé. Ma fille de 17 ans était la masseuse. Elle avait déjà suivi un cours. Ma fille de 15 ans cuisinait depuis l'âge de 13 ans. Michaela, la fille de mon mari, était une très bonne dactylo. Puis, à l'âge de 12 ans, je crois, elle est devenue la secrétaire de Michael. Et nos 3 fils, qui avaient 11, 13 et 14 ans, étaient les jardiniers. Nous avions donc une équipe. Et ce qui est bien quand on a des enfants comme équipe, c'est qu'on n'a pas besoin de les payer au début. J'ai dit à Michael, qui sera le directeur de la santé? Il m'a répondu, toi. J'ai répondu, non, je ne suis qu'une mère qui aide d'autres mères. Il m'a répondu, je sais que tu vas réussir. Et il a quitté la pièce. J'ai dit, oh, d'accord. Et je sais que tous les ordres de Dieu sont des moyens. Et quoi qu'il vous demande de faire, si vous le faites avec un cœur ouvert, un cœur doux, un cœur humble, il vous le permettra. En fait, il est capable de faire beaucoup, beaucoup plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui est à l'œuvre en nous. C'est ainsi que j'ai commencé, et j'avais vraiment l'impression de ne pas savoir grand-chose. Je ne me sentais pas du tout qualifiée ou capable de le faire. Lorsque je donnais des consultations, je procédais de la manière suivante. Je passais en revue les antécédents des patients, je leur posais des questions sur leur enfance, je leur demandais quels étaient leurs symptômes, puis, petit à petit, je passais en revue les lois. Combien d'eau buvez-vous? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand on a fait tout ça, on commence à avoir une idée de la cause du problème. Ensuite, ce que j'ai toujours fait, c'est de m'attaquer d'abord aux problèmes les plus évidents. C'est-à-dire les symptômes. Au cours de cette école de formation médicale missionnaire, j'aimerais vous dire que vous obtiendrez des réponses à toutes vos questions. Nous les regrouperons et nous approfondirons ces points. Ce que je voulais vous dire maintenant, c'est comment se débarrasser de la levure ou du champignon dans le corps. Il pénètre dans l'organisme de 4 façons. La peau. Ne touchez jamais les levures ou les champignons. S'il y a une orange moisie dans votre coupe de fruits, mettez un gant ou mettez votre main dans un sac en papier et ramassez-la, ou prenez une pince à épiler. Mais ne la touchez jamais, car votre peau l'absorberait. Il faut donc faire attention à sa peau. Mais vous pouvez aussi l'inhaler. À ma connaissance, le seul cas où il faut utiliser un masque est celui où il y a des moisissures. Je connais quelques femmes, des mères célibataires, dont les enfants commencent à aller à l'école, qui doivent gagner leur vie et qui sont devenues des nettoyeuses vertes. Aujourd'hui, il y a une réelle demande pour des nettoyeurs écologiques, qui n'utilisent que des produits naturels. Et si vous n'avez pas les moyens d'acheter ces produits biodégradables,
vous pouvez utiliser du vinaigre ou du bicarbonate de soude. Oui, du vinaigre et du bicarbonate de soude. Et si vous êtes très rebelle, mettez-les ensemble, vous obtiendrez une belle réaction effervescente et mettez la brosse à récurer dedans. Et puis, pour que la salle de bain sente bon, utilisez de l'huile essentielle de lavande ou d'eucalyptus. Mettez-en sur un chiffon, essuyez toute la salle de bain et quand une dame entrera, elle dira « Oh, c'est si beau et ça sent si bon ». J'ai rencontré une femme qui faisait du nettoyage écologique et elle m'a dit que c'était comme ça qu'elle gagnait sa vie. Elle a simplement mis une annonce dans le journal « Nettoyeur vert ». Je l'ai revue un an plus tard et elle m'a dit « Maintenant, j'ai 3 filles qui travaillent pour moi. Mais la raison pour laquelle je vous raconte cela, c'est que si vous entrez dans une salle de bain et qu'elle est noire de moisissure, vous savez ce que vous faites? Vous vous retournez et vous dites « Je suis désolé, vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre pour ce travail. Ne vous exposez pas. » Cela peut prendre une demi-heure pour entrer et 10 ans pour sortir complètement. Protégez donc votre corps. La loi du milieu est la tempérance. Ne mets rien dans le corps qui puisse lui nuire, et sois modéré avec les bonnes choses. Donc la peau, la respiration. Et maintenant, regardons l'ingestion. Ne mangez rien qui soit couvert de moisissures. Parfois, les gens coupent la partie moisie et mangent l'autre, mais je peux vous dire que tout est déjà moisi. La moisissure n'apparaît qu'au stade final. Le riz, il faut faire très attention avec le riz. Dans le livre, l'un des livres que j'ai, il est intitulé Mycotoxin and their effect on human and animal health, mycotoxines et leurs effets sur la santé humaine et animale. Il cite que dans les années 1920, il y a eu une épidémie de beriberi cardiaque, qui est une maladie du cœur, dans toute l'Asie. Cette épidémie était due à la présence de moisissures dans le riz cuit. En 1921, vous voudrez peut-être noter cette information parce qu'elle est très importante. J'aime raconter des choses qui ne prennent que 30 secondes, mais qui en disent long. En 1921, le Japon a adopté la loi sur le riz, qui imposait des règles strictes en matière de stockage et de conservation du riz cuit. Ainsi, si vous vous rendez en Asie aujourd'hui, vous n'obtiendrez jamais du riz d'hier. La règle stipulait que le riz devait être cuit frais tous les jours. Aujourd'hui, si vous voulez faire du riz frit, faites cuire le riz le matin et préparez le riz frit au déjeuner. Si vous voulez faire des sushis, faites cuire le riz le matin et préparez les sushis pour le déjeuner. Mais jamais le lendemain. Ainsi, lorsque j'assiste à un événement religieux le samedi, je ne mange jamais les plats à base de riz. Dans notre église, nous mettons le riz dans une mijoteuse tôt le samedi matin et il est prêt pour le déjeuner. Si vous le faites trop cuire, vous pouvez le congeler mais ne pas l'utiliser le lendemain. Il y a 2 choses qui sont très sensibles à la formation de moisissures. Il s'agit d'une part des cacahuètes et d'autre part du riz cuit. N'oubliez pas que la moisissure est là avant que vous ne la voyiez. Un jour, un jeune homme de 30 ans seulement est venu consulter, il avait des problèmes de santé, il regardait partout et ne voyait rien dans ses antécédents qu'il puisse désapprouver. Cependant, son niveau d'énergie était bas. Lorsque j'ai mentionné le riz, il m'a répondu « Je fais cuire une marmite de riz et je la mange toute la semaine. » J'ai alors répondu « car les moisissures et les champignons vivent dans un environnement anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. » Mesdames, vous voudrez entendre ceci. Vous pourrez parler plus tard. Désolé, je ne veux pas que vous manquiez quoi que ce soit. Si vous voulez parler, écrivez ce dont vous voulez parler et vous pourrez parler pendant votre pause. Alors, vous avez entendu? Les champignons, les levures et les moisissures se développent dans un environnement anaérobie. Tu sais ce que ça veut dire? Sans oxygène. Et lorsqu'ils sont actifs dans le corps, les niveaux d'énergie sont bas, très bas.
Ce n'est pas le seul signe de manque d'énergie, mais c'est l'un des signes de manque d'énergie et nous l'étudierons plus en détail. Il s'agit donc d'un état anaérobie. C'est pourquoi il faut aérer le bac à compost pour favoriser les organismes aérobies et non les organismes anaérobies. Les champignons peuvent donc pénétrer dans l'organisme par la peau, les poumons ou l'ingestion. Nous n'utilisons pas du tout d'arachides. Je suis sûr que la plupart des gens connaissent l'étude chinoise. Le docteur Colin Campbell le montre très clairement, les enfants mouraient d'un cancer du foie entre l'âge de 8 et 10 ans. C'est le chercheur qui a dû s'atteler à la tâche. Il a trouvé la cause dans le beurre de cacahuète. Chaque pot de beurre de cacahuète contenait de l'aflatoxine. La moisissure est Aspergillus, le résidu de moisissure de l'aspergillus est l'aflatoxine. L'aflatoxine affecte directement le foie, tandis que les moisissures et les déchets de moisissure trouvés en Asie dans le riz cuit affectent directement le cœur. Vous verrez cela dans mon livre. J'y reviendrai plus en détail. Et il y a des livres que vous pouvez chercher qui vont encore plus loin dans le détail. Barbara, cela n'arriverait-il pas s'il s'agissait d'un beurre de cacahuète biologique de bonne qualité? Cela arriverait-il s'il s'agissait d'un beurre de cacahuète biologique de bonne qualité? Oui, c'est possible. Mais réfléchissez à ceci. Les cacahuètes ne sont pas des noix, mais des légumineuses. Elles poussent dans le sol. Et elles moisissent très facilement. Que se passe-t-il donc en Australie? 75% des Australiens vivent en ville. Toute leur nourriture est cultivée à la campagne. Ils sont récoltés puis stockés dans des silos, les matins sont froids et glacés, puis les journées sont chaudes et ensoleillées. Que se passe-t-il dans le silo? Voyez-vous de l'humidité s'accumuler? C'est à ce moment-là que les moisissures se développent. J'ai un ami qui a fait une thèse sur les mycotoxines, les débris de moisissure. Il a fait sa thèse à Kingaroy, dans le Queensland, en Australie, et vous savez ce qui pousse à Kingaroy? Des moisissures. C'est là qu'il a fait son étude, là où l'on cultive des arachides. Si vous cultivez des arachides, que vous les récoltez immédiatement et que vous les rôtissez lentement ou que vous les faites bouillir, je dirais qu'elles sont exemptes d'aflatoxine. Mais c'est très difficile. Barbara, quelles sont les affections cardiaques qui peuvent se développer à partir de la moisissure du riz? Eh bien, on l'appelait le beriberi cardiaque. Il s'agissait essentiellement d'un problème cardiaque où le cœur ne fonctionnait pas correctement. Barbara, est-ce qu'il peut s'agir d'arythmie, par exemple? C'est possible, mais l'arythmie cardiaque peut avoir d'autres causes. Nous allons étudier le cœur et vous le verrez dans l'un de nos cours. Les 4 voies de pénétration sont donc la peau, l'inhalation, l'ingestion et la transmission sexuelle. Toutes les maladies sexuellement transmissibles ont un préfixe, myco, ou une base fongique. Le sida est en effet un champignon. Mais la question à $1 million est de savoir comment l'éliminer du corps? Comment l'éliminer du corps? Tout d'abord, la famine. N'oubliez pas qu'il s'agit d'organismes opportunistes et qu'ils vivent dans des endroits où ils sont bien nourris. Alors, comment les éliminer par la faim? Premièrement, il faut fermer le robinet. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de moisissure dans la maison. Qu'est-ce que le soleil fait à la moisissure? Il la nettoie. C'est pourquoi le soleil doit entrer dans les maisons. De l'air frais, des ventilateurs. Barbara, et s'il y a de la moisissure dans le sous-sol? De la moisissure dans le sous-sol? Il faut s'en débarrasser. Ma fille a un sous-sol. Elle vit dans le Wisconsin et elle a une machine qui extrait l'eau de l'air et elle la fait fonctionner en permanence. Les ventilateurs sont utiles. Ils maintiennent l'air en mouvement. Il faut également s'assurer que le sous-sol est bien drainé. Car il peut être à l'origine de nombreuses maladies. J'ai rencontré une femme en Amérique. Elle m'a dit, nous avons dû détruire notre maison, et cela venait du sous-sol. Elle a dit que chaque membre de la famille avait une maladie et qu'elle était différente pour chaque personne. Un fils avait une sinusite, un autre de l'asthme. Elle avait tout le temps des maux de tête,
mais il s'agissait dans tous les cas de moisissures qui avaient pénétré dans son corps. Ils ont donc découvert que c'était le sous-sol et ils ont appelé les constructeurs pour qu'ils viennent évaluer la situation et ils ont tout simplement dit que la maison devait être détruite. Et c'est ce que dit la Bible, s'il y a de la moisissure dans la maison, il faut la détruire parce qu'elle peut vous tuer. Vous savez ce qui est intéressant dans la Bible? Si vous regardez l'ancienne version du roi Jacques, qui est celle que j'ai, il est écrit « taches vertes et rouges ». Et pourtant, dans la NIV, on parle de « moisissure ». Donc, s'il y a de la moisissure dans la maison, la Bible dit de nettoyer le mortier, de nettoyer la maison, de refaire le mélange, de fermer la maison pendant 2 semaines et ensuite le prêtre doit venir et évaluer. Et si la moisissure repousse, la Bible dit que toute la maison doit être démontée et transportée dans un lieu inhabité en dehors de la ville. Vous pouvez consulter le Lévitique. Il s'agit de la lèpre dans la maison, avec des rayures vertes et jaunes. La lèpre des vêtements. La lèpre dans les vêtements s'appelle encore la moisissure. La Bible dit qu'il faut les brûler. Vous devez brûler les vêtements ou le matelas, s'il y a de la moisissure dessus, vous devez le brûler. Passons donc à la lèpre de la peau. Si l'on utilisait le même mot, on parlerait de moisissure de la peau, car c'est le même mot en hébreu. Ils appellent cela une maladie infectieuse de la peau. Mais la lèpre est en fait une maladie fongique. C'est intéressant. Il faut donc l'affamer. Pas d'exposition du tout. Et entrons dans le corps. Quelle est la nourriture préférée des champignons? Le sucre et la levure. Nous avons dans notre bibliothèque un livre écrit par un oncologue italien, le docteur Tullio Simoncini. Je crois qu'il est en prison en ce moment. Il a obtenu un taux de réussite de 90% contre le cancer. Il a injecté du bicarbonate de sodium directement dans le cancer. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait eu autant de succès. Évidemment, il a eu un patient qui était probablement à un stade avancé et qui est décédé. Mon mari a dit, si je lui avais injecté de la chimiothérapie, il ne serait pas allé en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Et il est accusé d'homicide involontaire. C'est incroyable. Mais son livre, car c'est l'un des reproches que l'on me fait, est que je cite un oncologue en disgrâce, le docteur Tullio Simoncini. Mon mari m'a dit, Barbara, vous feriez mieux de ne pas le citer, mais je le fais parce qu'il obtenait d'excellents résultats et je ne pense pas, à mon avis, qu'il ait été disgracié. C'est juste qu'il est très regrettable qu'un de ses patients soit décédé. Saviez-vous que la muqueuse de l'estomac produit du bicarbonate de sodium? Saviez-vous que votre pancréas produit du bicarbonate de sodium pour alcaliniser l'acide gastrique qui va dans le duodénum? C'est ce que nous verrons au cours de notre voyage dans l'intestin. C'est une substance naturelle. Ellen White ne dit-elle pas de ne pas utiliser de bicarbonate de soude? Quand il est utilisé pour gonfler les gâteaux. Et je pense vraiment qu'elle parle des gens qui mangent des gâteaux 2 ou 3 fois par jour, gonflés avec du bicarbonate de soude. Auriez-vous conseillé de boire de l'eau contenant du bicarbonate de soude? Seulement si la personne avait un cancer de la gorge et pouvait se gargariser. Seulement si la personne avait un cancer de l'estomac et qu'elle buvait l'eau tôt le matin et ensuite avant de se coucher. Car la seule partie de notre corps qui devrait être acide est l'estomac. Et il ne faut pas neutraliser l'acide gastrique. L'acide chlorhydrique n'est produit que lorsque l'on sent une odeur de nourriture ou que l'on y pense. Il commence alors à être produit pour décomposer les protéines. Dans ce cas, je ne recommanderais pas de boire du bicarbonate de soude. Emma Fields, un médecin canadien, m'a donné une recette de compresse au bicarbonate de soude. Il faut 2 kg de bicarbonate de soude et 5 litres d'eau chaude. On y trempe des serviettes.
On y ajoute une demi-tasse de jus de citron. On les essore et on recouvre petit à petit tout le corps avec ces serviettes chaudes. Une personne peut avoir des champignons dans son corps mais ne pas avoir de cancer. Mais s'ils sont toujours présents et qu'ils sont bien nourris, ils peuvent certainement se transformer en cancer. Il est important de savoir ce que le cancer aime pour l'éviter. Le cancer aime le glucose. Ainsi, lorsque quelqu'un veut vaincre le cancer, nous lui donnons un régime à très faible teneur en glucose. Pas de fruits, pas de miel, pas même de sucre naturel. Que mange-t-il? Beaucoup de légumes. Beaucoup de légumineuses, de noix et de graines. Tous ces aliments sont très pauvres en glucose. Cela contribue à les affamer, car les cellules cancéreuses consomment 15 fois plus de glucose que n'importe quelle autre cellule. Une femme m'a contactée et m'a dit « Barbara, savez-vous que des recherches sont actuellement menées aux États-Unis et qu'elles montrent que les cellules cancéreuses consomment 15 fois plus de glucose et se développent dans des conditions anaérobies ?» Le cancer adore donc l'environnement anaérobie. Et vous savez ce que je lui ai répondu? Je suis très heureux qu'il fasse cela, mais saviez-vous qu'en 1942, le docteur ou le professeur Otto Warburg a reçu le prix Nobel pour avoir découvert cela? C'était en 1942. Mais vous savez probablement que lorsque les Rothschild et les Rockefeller sont arrivés et ont financé la recherche sur le cancer, pour recourir à la chimiothérapie, à la radiothérapie et à la chirurgie, beaucoup de choses ont été perdues. Le cancer aime donc le glucose. Il aime un environnement anaérobie. Nous voulons donc lui donner beaucoup d'oxygène. Il faut donc l'affamer avec un régime spécial. Nous conseillons généralement aux patients de ne pas suivre un régime à base de fruits, sans édulcorants, pendant 6 semaines. Ils peuvent varier les plaisirs. Certaines personnes font le lundi le jour des pois à œil noir, le mardi le jour des lentilles, le mercredi le jour du tofu, le jeudi le jour des haricots cannellini et le vendredi le jour des haricots traditionnels. Vous pouvez passer un bon vendredi en faisant cela. Il existe de nombreuses façons différentes de préparer les légumes secs. Il y a quelques années, je suis allée au Pendjab, en Inde. J'y ai enseigné pendant 5 jours. Les hindous qui m'avaient demandé de venir m'ont dit « Que allons-nous vous donner à manger ?» J'ai répondu « Du dal, j'adore le dal. » J'ai donc mangé du dal à 9 h du matin et du dal à 3 h de l'après-midi tous les jours, et il n'y en avait pas de pareil. J'ai donc mangé 10 dals. Différentes légumineuses, différentes saveurs, différents légumes. Il y a tellement de choses que l'on peut faire. Et cela rend les choses un peu plus excitantes pour la personne qui choisit de donner à son corps les conditions nécessaires pour vaincre le cancer. Deuxièmement, tuer. Je pense que nous devons nous éloigner de la mentalité qui consiste à tuer, mais il existe des plantes qui tuent les champignons sans vous tuer. N'est-ce pas une bonne nouvelle? L'ail, par exemple. Dans mon livre Self-Healing by Design, j'en donne la définition. Nous avons l'ail, l'extrait de feuilles d'olivier et l'autre, l'extrait de pépins de pamplemousse. Pas l'extrait de pépins de raisin, mais l'extrait de pépins de pamplemousse. Il y a aussi une plante sud-américaine appelée peau d'arco. Il ne faut pas utiliser toutes les munitions en même temps. On alterne. L'ail pendant 2 semaines, l'extrait de feuilles d'olivier pendant 2 semaines, l'extrait de pépins de pamplemousse pendant 2 semaines, le pot d'arco pendant 2 semaines. Et peut-être de l'origan. C'est un produit puissant. C'est tellement fort qu'il faut commencer par une goutte 3 fois par jour. Puis 2 gouttes 3 fois par jour. Barbara, c'est l'huile essentielle? Oui, l'huile essentielle. Quand on voit des huiles essentielles, on sait qu'elles sont très, très fortes.
C'est pourquoi elles sont très chères parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Barbara, est-ce que c'est trop fort pour le corps ou pour le goût? Pour le corps. En alternance. C'est ce que nous faisons habituellement. Ainsi, ces herbes tueront le champignon et ne vous tueront pas. Troisièmement, alcaliniser. Le cancer aime l'acide. Nous définirons les termes « acide » et « alcalin » dans une autre conférence. J'ai dans ma bibliothèque beaucoup de livres sur des personnes qui ont vaincu le cancer et j'aime bien regarder les dénominateurs communs. En effet, certaines personnes recommandent les graines d'abricot. D'autres recommandent la vitamine C par voie intraveineuse. Il existe de nombreux traitements différents. Et cela peut être très déroutant. C'est pourquoi j'aime me tourner vers les dénominateurs communs. Voici les dénominateurs communs. Le cancer aime le glucose. Il aime un environnement anaérobie et il aime l'acide. C'est pourquoi nous voulons faire ce que le cancer déteste. Qu'est-ce que le cancer déteste? Le cancer déteste l'alcalinité. Le cancer déteste l'oxygène. Et le cancer déteste les faibles niveaux de glucose. Le corps se guérit de lui-même s'il est soumis aux bonnes conditions et nous avons vu des personnes guérir du cancer en respectant ces conditions de base. Alors, comment s'alcaliniser? Les boissons vertes. Vous vous souvenez que je vous ai dit de ne pas boire de bicarbonate de soude? Il n'alcalinise pas vos tissus. Il n'alcalinise que ce qu'il touche. Ainsi, si vous avez un cancer de l'estomac et que vous buvez du bicarbonate de soude, il alcalinisera vos tissus. Et si quelqu'un a un cancer du côlon, vous pouvez lui faire un lavement et y mettre du bicarbonate de soude. Mais les boissons vertes, lorsqu'on les boit, pénètrent dans les tissus et les alcalinisent. Car comme vous le verrez dans une autre conférence, je vous montrerai en détail que les boissons vertes sont très riches en minéraux alcalins. À Misty Mountain, nous cueillons des légumes verts sauvages, des feuilles de citrouille et toutes les herbes comestibles. Nous préparons généralement 4 herbes par jour, auxquelles nous ajoutons toujours de l'ortie. Nous ajoutons toujours de l'ortie. Avez-vous de l'ortie ici? Elle contient plus de minéraux que la plupart des autres. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de la manger crue. Mais si vous la faites cuire, elle devient molle et vous pouvez la manger ou la transformer en jus. Nous le mélangeons à de l'eau et le passons au tamis. Nous y ajoutons toujours beaucoup de menthe pour lui donner un meilleur goût. C'est comme boire de l'herbe liquide. Vous la filtrez pour ne boire que le liquide. Et nous le faisons frais tous les matins. Il se détériore vraiment si on le garde trop longtemps. Barbara, quelle quantité faut-il boire? Ce que nous conseillons aux personnes qui viennent pour vaincre le cancer, c'est de boire 4 verres les jours de jus. Et les jours de repas, pour qu'ils puissent tout boire, c'est en général 3 verres. C'est pour une journée entière. Et oui, c'est 3 verres. Ce sont des verres de 250 ml. L'autre chose que nous faisons, et tout le monde ne l'a pas, mais par la grâce de Dieu, nous en avons un en ce moment. Il s'agit d'une chambre hyperbare. Un caisson hyperbare pressurise l'oxygène. C'est comme une tente gonflable, une tente circulaire. On la ferme et l'oxygène entre sous pression. La loi d'Henry stipule que, sous pression, une plus grande quantité de gaz devient liquide. C'est donc la loi de Henry. Dans ce cas, le gaz serait de l'oxygène pur et le liquide serait notre sang. Ces appareils coûtent environ 25 000 $ et tout le monde n'en possède pas.
Nous avons pu en obtenir un peu moins cher parce qu'un homme l'avait acheté pour sa femme, qui est décédée, et il l'a vendu un peu moins cher. Nous avons facturé $90 par traitement. C'est peut-être hors de portée de la plupart des gens et c'est tout à fait compréhensible. Comment allons-nous oxygéner le corps? En faisant de l'exercice. Plusieurs fois par jour. Troisièmement, l'autre alcalinisant est la compresse de bicarbonate de soude. Il s'agit d'un traitement assez intense. La bonne nouvelle, c'est que, grâce au caméraman du Dr Thomas, il est disponible sur YouTube. Ils ont fait une démonstration. Je vais maintenant vous raconter l'histoire d'Elizabeth Scott, qui est venue nous voir avec 3 tumeurs dans l'abdomen et à qui le médecin a dit qu'elle devait subir une chimiothérapie immédiatement. Elle avait alors la cinquantaine. Elle a décidé de ne pas le faire et a regardé un de mes DVD sur le cancer, et elle s'est inscrite à Misty Mountain. Nous avons immédiatement commencé à mettre tout cela en œuvre. À l'époque, nous n'avions pas de traitement hyperbare. Il est resté 2 semaines, nous avons donc fait 5 compressions par semaine. Normalement, nous le faisons pendant 1 heure. La personne est enveloppée pendant 1 heure. Il buvait des boissons vertes tous les jours, alternait différentes herbes et mangeait beaucoup de légumes, de légumineuses, de noix et de graines. Elle est retournée voir le médecin 3 mois plus tard et il lui a dit « Continuez à faire ce que vous faites et revenez me voir dans 6 mois ». Qu'est-ce qu'il lui avait dit lors de la première visite? Vous devez subir une chimiothérapie immédiatement. Puis elle a fait une prise de sang. Tous ses taux étaient redevenus normaux. Elle est revenue. Cela se passe environ 1 an plus tard. Elle est revenue et l'une des tumeurs avait complètement disparu. Et je pense qu'il a fallu encore 10 mois. Une autre tumeur a complètement disparu. Elle m'a dit, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je crois qu'elle a 70 ans maintenant. Elle m'a dit, j'ai perdu du poids, je n'ai plus besoin de porter mon appareil pour l'apnée du sommeil. J'ai arrêté tous mes médicaments. En fait, elle donne de petits cours de cuisine et organise des réunions. Elle est polonaise. Elle m'a dit, j'avais l'habitude de faire tous les desserts à l'église, et elle avait l'habitude de faire ce dessert appelé pavlova, qui est une sorte de meringue. Elle a dit, j'en ferai une aussi grosse. C'est un peu dur à l'extérieur et doux à l'intérieur. C'est fait de blanc d'œuf et de sucre. Je crois qu'on l'a rempli de crème et de fruits, ou de quelque chose comme ça. Elle m'a dit, je faisais une pavlova de cette taille et j'utilisais 16 tasses de sucre blanc. De cette façon, je nourrissais mon cancer avec ces desserts sucrés. Aujourd'hui, à l'église, quand on lui dit « Elisabeth, peux-tu faire un dessert, peux-tu faire une pavlova ?» Elle répond « Je les apprécie trop pour faire ça. Je vais leur faire un strudel aux pommes. » Et il est tout à fait possible de faire des strudels aux pommes sains. Mais la commission des plaintes en matière de santé avait affirmé qu'il s'agissait d'une personne fictive. Nous lui avons donc dit, voici son numéro de téléphone, appelez-la. Je lui ai alors demandé, est-ce que quelqu'un vous a appelé, et elle a répondu, non. Mais nous avons constaté des changements assez incroyables. Comment mange-t-elle maintenant? Après 6 semaines sans fruits, elle s'est mise à en manger peu. Elle s'est contentée de pamplemousse et peut-être de pommes Granny Smith. 2 mois plus tard, elle a commencé à manger des bailles, des fruits à très faible teneur en sucre. Nous avons vu quelques histoires de ce genre. Ainsi, lorsque j'ai participé à la retraite en Angleterre, les participants ont dit, vous savez, c'est un problème de santé publique. Ils ont dit, vous savez, il est illégal de traiter le cancer. Eh bien, nous ne traitons jamais le cancer. Vous voyez ça? On ne le traite jamais. Tout ce que vous faites, c'est enseigner. Vous dites simplement que le corps est extraordinaire. Si vous lui donnez ces conditions, il réagit. C'est tout ce que tu dis. De cette façon, ils ne peuvent jamais vous battre. La seule raison pour laquelle j'ai été bannie est le parti politique de mon mari. Nous nous en rendons compte aujourd'hui. Ils avaient un agenda. Même s'ils n'ont rien trouvé de mal, ils avaient manifestement l'ordre de me faire tomber. Voilà ce qui s'est passé. Mais je pense que vous ne risquez rien car votre mari n'est pas Michael O'Neill.
Quand Michael s'est lancé dans cette affaire, un journaliste lui a dit, « Êtes-vous prêt à perdre tout votre argent, votre entreprise, votre maison, votre réputation ?» Michael a répondu, « Je n'ai plus 30 ans, j'en ai déjà 60. Cela n'a donc pas d'importance. » Mais je n'étais pas prêt à me laisser abattre. Et ce que Dieu recherche, ce sont des hommes et des femmes qui resteront fermes. Oui. L'un des moyens les plus efficaces pour stimuler la guérison du corps est d'arrêter de manger. C'est pourquoi, lors de notre retraite, nous buvons toujours des jus de fruits pendant 2 jours. Nous trouvons que c'est bien meilleur pour les relations avec les invités, pour tout, si lorsqu'ils viennent, vous profitez d'un bon repas. Ainsi, lorsqu'ils viennent le dimanche, il y a un très bon repas. Nous définirons la nourriture un peu plus en détail au fur et à mesure que nous avancerons. On leur sert donc un très bon repas. Le soir, nous leur donnons du bouillon. Le bouillon est composé de beaucoup de légumes cuits dans beaucoup d'eau. Je suis sûre, Casper, que vous avez préparé beaucoup de ces bouillons lorsque vous étiez à Misty. Beaucoup de légumes et beaucoup d'eau, et toujours de l'ortie. Elle apporte beaucoup de minéraux. Après 4 ou 5 heures de cuisson, le bouillon est filtré. Ensuite, nous y ajoutons du sel celtique et les invités le boivent le soir, car ils font un sauna à vapeur le soir. Lorsque vous faites un sauna à vapeur, vous transpirez beaucoup de déchets, mais vous transpirez aussi des minéraux. Cette boisson riche en minéraux à la fin de la journée permet donc de récupérer plus de minéraux. Votre corps a donc besoin de 1200 calories pour digérer un repas. C'est ce qu'il lui faut. Lorsque vous ne digérez pas, les énergies de votre corps cherchent quelque chose à faire. Parce qu'il n'a pas à digérer un repas. Il cherche donc quelque chose à faire. Et c'est comme ce qui peut se passer, je ne sais pas, quand je suis chez moi en vacances, je vais dans les parties de ma maison où je ne vais pas tous les jours. Tous les jours, vous balayez le sol, vous faites la vaisselle, vous faites la lessive. Mais quand vous avez du temps libre, vous allez dans ces autres parties. Et c'est essentiellement ce que fait le corps. Et moi, je vais à la zone qui me dérange le plus. En fait, la dernière fois que j'ai eu du temps à la maison, j'ai ouvert l'étagère et je me suis débarrassée de tous les livres que je ne voulais vraiment pas y trouver. Je les ai lus, ils sont bons, ils ne sont pas très bons, mais je garde ceux qui sont très bons. Ce domaine sera donc différent d'une personne à l'autre. Peut-être que vous nettoyez l'abri de jardin, peut-être que vous nettoyez les placards de la cuisine, je ne sais pas. Mais ce que fait votre corps, c'est d'aller là où il le sait. Barbara, en ce qui concerne la cuisson du bouillon pendant 4 ou 5 heures, en tant que chef, nous savons que l'on n'obtient pas la saveur idéale après 4 heures, mais je me demandais si les minéraux allaient se détériorer, un peu comme lorsqu'on fait du sel, parce que, comme vous le savez, on perd une partie des minéraux en chauffant le sel de mer. Oui, c'est plutôt l'évaporation qui est perdue, mais c'est une très bonne question et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Quelle que soit la durée de cuisson des légumes, vous ne perdrez jamais les minéraux. Tous les minéraux passent dans l'eau. Barbara, est-ce qu'il y a plus de minéraux si les légumes sont crus? Si vous les mangez crus? Non. La même quantité. Ce que l'on perd quand on cuit les légumes, c'est la vitamine C, qui fait partie des vitamines. Oui, mais on ne perd jamais les minéraux. Et le problème avec le sel ordinaire, c'est qu'au cours du processus de raffinage, de nombreux oligo-éléments sont éliminés. Il ne reste plus que le chlorure de sodium. Le chauffage ne détruit donc pas les minéraux, c'est la bonne nouvelle. Ainsi, pendant que votre corps se repose de la digestion, il passe à la restauration, à la régénération. Mais avant de se restaurer ou de se régénérer, il faut d'abord nettoyer la maison. Vous n'iriez jamais dans une vieille maison pour peindre un mur sale, n'est-ce pas? Non, il faut d'abord nettoyer la maison. Nous avons donc des organes d'élimination, et ces organes d'élimination ont certains besoins. Le plus grand organe d'élimination est la peau. Le docteur Kellogg a appelé les pores de la peau des millions de petits égouts. Il déverse les déchets. La peau fait 3 choses. 1. Elle absorbe. 1. Elle absorbe. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que l'on touche. 2. Elle respire. C'est pourquoi il ne faut jamais couvrir complètement sa peau, car elle respire.
Essayez donc de mettre des fibres naturelles sur votre peau, car elle respire. Étage 3. Éliminez les déchets. La peau est une création incroyable. Et la peau a certains besoins. Elle a besoin de respirer. C'est pourquoi nous devons nous doucher tous les jours. Chaque jour, nous devons éliminer les déchets de notre corps. Chaque jour, nous devons nous doucher ou nous baigner. Faites attention aux crèmes ou à tout ce que vous mettez sur votre peau. Elles doivent être d'origine naturelle. Les 3 tissus auxquels il faut faire très attention, parce qu'ils sont fabriqués à partir de produits chimiques, sont le polyester, le nylon et l'acrylique. Le polyester, le nylon et l'acrylique sont vraiment des tissus chimiques. La viscose, le modal et le rayon sont fabriqués à partir de pulpe de bois. Mais lorsque vous les achetez, lavez-les et mettez-les sur la corde à linge pendant une journée, car ils utilisent un processus chimique pour assouplir le bois. Mais si vous les lavez et les mettez sur la corde à linge, ces produits chimiques sont éliminés et il ne reste plus que le bois. Veillez donc à laisser votre peau respirer. Votre peau a également besoin d'exercice, car lorsque vous faites de l'exercice, vous augmentez la circulation sanguine au niveau de la peau. Et lorsque vous augmentez la circulation sanguine au niveau de la peau, vous augmentez la capacité de la peau à éliminer les déchets. Elle l'intensifie. C'est pourquoi le meilleur moment pour se doucher est après la promenade du matin. Je prends toujours une douche chaude le soir avant de me coucher. Mais le matin, je monte et je descends des collines, puis je me plonge dans un ruisseau. C'est ainsi que je me lave le matin, dans le ruisseau. Et puis, si je travaille dans le jardin et qu'il fait trop chaud, je me baigne en revenant du jardin. C'est ce qu'il y a de mieux. Quand on a chaud, qu'on transpire et qu'on est sale, c'est tellement agréable de plonger dans ce magnifique ruisseau de montagne. Cela nous amène à l'eau. Nous avons besoin d'eau. Nous avons besoin de 8 à 10 verres d'eau par jour. Si vous êtes de ma taille, vous pouvez vous contenter de 8 verres. Si vous êtes plus grand que moi, vous aurez besoin d'un peu plus. Et aussi à l'extérieur. De l'eau de l'extérieur. Cela peut être le sauna à vapeur de la retraite. Notre sauna à vapeur est près du ruisseau. Je ne sais pas exactement quel est le mécanisme, mais nous allumons un feu et il y a des tuyaux qui produisent de la vapeur dans la petite hutte. Ensuite, nous plongeons dans le ruisseau, nous retournons au sauna à vapeur, puis nous retournons au ruisseau. Lorsque la peau est dans de bonnes conditions, 80% des déchets corporels peuvent sortir de la peau. C'est incroyable, n'est-ce pas? Désolé, c'est en fait 70. 70% des déchets du corps peuvent être évacués par la peau. Quelles sont donc les bonnes conditions? Il faut s'assurer d'être bien hydraté. Comme je le dis à nos clients, vous ne pouvez pas vous hydrater une demi-heure avant le bain de vapeur. Il faut commencer à s'hydrater tôt le matin et petit à petit, tout au long de la journée. Ainsi, 70% des déchets corporels sont éliminés par la peau lorsque l'on est bien hydraté. Et vous pouvez prendre ces saunas à vapeur. Un autre organe d'élimination est le poumon. Et vos poumons ont besoin d'air frais. Évidemment, il y a beaucoup d'air frais ici parce que ces arbres dégagent de l'oxygène. Il faut donc faire attention à la maison. Examinez vos oreillers, vos matelas. Aujourd'hui, quand on achète un oreiller, il est livré avec une housse. En effet, lorsque l'on transpire la nuit, la sueur se dépose souvent sur l'oreiller, ce qui peut entraîner la formation de moisissures. Essayez donc de mettre vos oreillers au soleil tous les jours après les avoir lavés. Les draps doivent être lavés chaque semaine. Chaque semaine, nous devrions laver nos draps. Les draps doivent être en fibre naturelle. J'ai acheté des draps récemment. Ils sont très beaux. Ils sont composés à 50% de lin et à 50% de modal. Oh,
Ce sont de très beaux draps. Je cherche toujours de bons draps en solde, car ils peuvent être très chers. Les draps en coton sont bien sûr parfaits. Veillez donc à ce que votre literie contienne des fibres naturelles. Essayez d'avoir des couvertures en laine, des couvertures en plumes. Nous avons également des couettes en laine dans nos lits d'invités. Faites attention, car tout cela peut nuire à la respiration de l'air frais pendant la nuit. Et si vous avez une moquette dans la chambre, passez l'aspirateur 2 fois par semaine. Peu de gens sortent le lit et passent l'aspirateur 2 fois par semaine. Si vous avez un lit en bois et un plancher en bois, au bout de 4 jours, la poussière s'accumule sous le lit, sur le plancher en bois. Cette poussière s'accumule sur la moquette. Vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle est sur la moquette. Toutes ces choses nuisent donc à l'air frais. Vos poumons ont également besoin de faire de l'exercice. Les informations que je vais vous donner sont tirées d'un livre d'anatomie et de physiologie et je pense qu'il est très important de les communiquer à vos invités. En ce moment même, nous inspirons 500 ml et nous expirons 500 ml. Mais lorsque vous faites de l'exercice, lorsque vous respirez très profondément parce que vous venez d'atteindre le sommet d'une colline ou même la moitié d'une grande colline, vous inspirez 3600 ml d'air et expirez 3600 ml de déchets. Quelle différence! D'habitude, c'est 500 ml d'air qui entre, en ce moment c'est 500 ml d'air qui entre et 500 ml qui sortent. Mais lorsque vous faites des exercices de haute intensité, vous inspirez 3600 ml et expirez 3600 ml de déchets. Je viens de le lire dans le livre d'anatomie et de physiologie. Vous voyez comment nous utilisons la science. La science vous donne raison. C'est pourquoi l'exercice est vital pour la santé des poumons. Les poumons ont également besoin d'eau, car chaque alvéole contient une minuscule goutte d'eau. Et nous avons 3 millions d'alvéoles. Pardon, 300 millions d'alvéoles dans nos poumons. C'est incroyable, n'est-ce pas? Barbara, quelles sont les saletés qui sortent des poumons? Du dioxyde de carbone principalement. Le dioxyde de carbone est le déchet gazeux généré par la cellule. Demain, j'aborderai la cellule plus en détail. Dans la cellule, le glucose et l'oxygène brûlent ensemble et produisent des déchets de dioxyde de carbone. Ce qui sort de la cellule est donc principalement du dioxyde de carbone. Et si le dioxyde de carbone s'accumule dans le sang parce que nous ne pouvons pas nous en débarrasser assez rapidement, il crée un environnement acide et une autre réaction se produit. C'est ce que vous respirez lorsque vous portez un masque. C'est pourquoi les masques ne sont pas bons. Voici donc vos alvéoles. Il y a une petite goutte d'eau dans chaque alvéole, et à cause de la tension superficielle de l'eau. Savez-vous ce que j'entends par tension superficielle de l'eau? Avez-vous déjà regardé un petit lac et vu de petites créatures marcher sur l'eau? C'est grâce à la tension superficielle de l'eau qu'elles peuvent le faire. Nous nous lavons les cheveux en mettant un peu de shampoing qui rend la tension superficielle de l'eau et nous permet de nous laver les cheveux. En raison de la tension superficielle de l'eau, lorsque vous expirez, les alvéoles s'affaissent afin que tout le dioxyde de carbone puisse sortir. Et lorsque vous inspirez, vous obtenez une meilleure part d'oxygène. Si vous êtes déshydraté et que ces petites gouttelettes d'eau sont à peine présentes, vos petites alvéoles ne s'affaissent pas complètement et vous ne pouvez pas obtenir votre quota complet d'oxygène. C'est donc simple, plus il y a d'eau, plus il y a d'oxygène. Les reins. Les reins filtrent le sang et sont également un organe d'élimination. En effet, les reins ont beaucoup plus de mal à filtrer un sang plus épais.
Le meilleur anticoagulant au monde est l'eau. Mais avec cette eau, il faut aussi prendre le sel complet. Il s'agit du sel celtique. Le sel celtique contient 82 minéraux. Nous examinerons le sel en détail plus tard dans la semaine. Le sel de l'Himalaya contient 75 minéraux. Le sang étant salé, la transpiration l'est aussi. Je suis sûr qu'aucun d'entre nous n'a envie de tester son urine, mais elle sera également un peu salée. Vous perdez donc des sels. Barbara, mais qu'en est-il des déchets plastiques dans les océans? Les déchets plastiques dans les océans. La bonne nouvelle, c'est que tous les métaux lourds et les produits chimiques ont tendance à couler. Ils se retrouvent donc davantage dans les algues, les plantes marines. C'est pourquoi les pires aliments sont les huîtres, les crabes, les homards et les crevettes. Bien sûr, je n'en mange pas, mais les personnes que vous côtoierez dans vos centres de remise en forme le font probablement. C'est pourquoi il est important de le savoir. La mer est constamment battue, c'est ce qui purifie l'eau. Mais de nos jours, beaucoup de déchets sont déversés dans les océans, c'est vrai. Barbara, je ne comprends pas pourquoi le sel de l'Himalaya ne contient que 75 minéraux, alors qu'il est censé provenir de la mer. Eh bien, une partie est perdue au cours du processus, et même une partie est perdue pendant qu'il se trouve dans la montagne. Il y a beaucoup de facteurs comme ça. Barbara, j'ai une question sur le sel. Utilisez-vous le sel celtique à chaque repas ou seulement une fois par jour? Je prends un peu de sel celtique avant chaque verre d'eau et j'en mets aussi très généreusement sur mes pommes de terre, sur ma salade, sur tout ce que je mange. Et comme il s'agit d'un sel équilibré, il agit sur le corps. L'eau de mer contient 92 minéraux. Et l'eau de mer est appelée solution isotonique parce qu'elle présente exactement le même équilibre et le même ratio de minéraux que ceux que l'on trouve dans tous les fluides corporels. Un auteur a qualifié les fluides corporels des « océans internes ». Et le docteur Robert Thomson, dans son livre The Calcium Lee, estime que l'eau de mer est l'indicateur le plus clair de l'existence d'un Dieu créateur. En effet, l'eau de mer et les fluides corporels sont si semblables. En fait, en temps de guerre, la marine transférait de l'eau de mer aux personnes qui avaient besoin d'une transfusion sanguine. Il s'agit là d'illustrations pour montrer à quel point c'est proche. Les reins ont donc besoin d'eau et de sel complet. Ils ont également besoin d'exercice. Ellen White affirme que l'exercice renforce et tonifie les organes internes. Nous n'y pensons pas beaucoup, mais lorsque vous faites de l'exercice, à chaque pas que vous faites, les reins bougent, se renforcent et se tonifient. L'exercice augmente également le flux sanguin vers les reins et les reins filtrent le sang. Cela explique aussi pourquoi les reins ont besoin d'être chauds. Il n'est donc pas étonnant que lorsque j'étais en Écosse il y a 15 jours, j'ai été ravie de trouver un kilt qui n'était pas trop cher. En effet, dans un kilt, les plis sont grands à l'extérieur, mais l'intérieur l'est tout autant et c'est de la laine à 100%, ce qui fait que j'ai probablement 4 couches de laine sur les reins en ce moment. Les reins doivent être maintenus au chaud. En effet, s'ils sont froids, le sang n'arrive pas dans cette zone et n'oubliez pas que les reins ne peuvent pas filtrer le sang aussi bien qu'ils le devraient. Les reins n'ont pas seulement besoin d'être chauds. Oh, j'avais pris l'eau d'ici, qui est très peu abondante, mais je vais utiliser l'eau d'ici. Seuls des déchets microscopiques peuvent en sortir. La plus grande partie, en taille et en poids, sort du côlon. Et le côlon a son propre esprit. Si vous avez la diarrhée et que vous lui dites d'arrêter, il ne le fera pas, n'est-ce pas? Et si vous avez de la constipation et que vous lui dites de s'en aller, il ne le fera pas, n'est-ce pas? Je lis en ce moment un livre intitulé
le deuxième cerveau, qui traite du côlon. Le côlon ne doit pas être irrité, cela lui ferait du mal, il a besoin d'être stimulé. Qu'est-ce qui stimule le côlon? Ce qui stimule le côlon, ce sont les fibres. Les fibres ont deux effets. Elles stimulent le péristaltisme, c'est-à-dire le mouvement constant dans le côlon, mais les fibres balayent également le côlon. Nous y reviendrons plus en détail au cours de notre voyage. Nous allons entreprendre un voyage en commençant par la bouche et en passant par le tractus gastro-intestinal. Le verset 6 de Proverbe 14 dit « Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais la sagesse est facile à l'homme intelligent. » C'est pourquoi je pense qu'en tant que missionnaires médicaux, nous devons montrer aux gens comment fonctionnent les différents organes, car lorsque vous savez comment ils fonctionnent, vous savez automatiquement comment les traiter. Ainsi, si vous regardez la structure du côlon, je vous dessinerai un grand tractus gastro-intestinal lorsque nous ferons l'examen de l'intestin. Il y a toutes ces rainures et il faut les balayer et les fibres les balaient. Les fibres alimentaires ne sont donc pas digestibles, ce sont des résidus de la digestion et elles ont une fonction, et les aliments les plus riches en fibres sont en fait les légumes. Bien entendu, les fruits contiennent également des fibres, mais souvenez-vous de ceci, et je pense que vous voudrez le noter. Les légumes sont riches en fibres, en minéraux et pauvres en sucre. Les fruits sont riches en fibres, riches en sucre et pauvres en minéraux. Voyez-vous la différence? C'est pourquoi, lorsqu'une personne a un problème de levure ou un cancer, nous nous éloignons un peu des fruits et nous nous concentrons davantage sur les légumes. On peut donc toujours répondre à la question, pourquoi ces choses sont-elles comme ça? Barbara, on parle aussi d'une purification aux fruits. Si je me souviens bien, c'est lié au surmenage du cerveau. Oui, pour le surmenage cérébral, un nettoyage aux fruits serait une bonne chose. Mais si cette personne a un problème de champignons, ce n'est pas bon. Elle peut avoir recours aux fruits salés. Savez-vous ce que sont les fruits salés? La tomate, le concombre, l'avocat, aubergine, courgette, citrouille. Ils sont riches en fibres et sont classés comme des fruits parce que la classification d'un fruit est qu'il contient des graines, mais ce sont ce que nous appelons des fruits salés. La raison pour laquelle les fruits et les légumes ne font pas bon ménage est que les légumes ont une faible teneur en sucre et les fruits une teneur élevée en sucre, ce qui donne lieu à une sorte de guerre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces fruits salés peuvent être combinés avec les légumes et les fruits. Et la seule raison pour laquelle ils peuvent être combinés avec des légumes est qu'ils sont très pauvres en sucre. Traditionnellement, il est admis que les fruits sont les nettoyants et les légumes les guérisseurs. Mais aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes de santé qu'il est recommandé de consommer moins de sucre. Le diabétique se porte mieux avec moins de sucre. La personne en surpoids se porte mieux avec moins de sucre. Le patient atteint d'un cancer se porte mieux s'il consomme moins de sucre. La personne qui souffre d'un problème de levure se porte mieux si elle consomme moins de sucre. Voyez-vous cela, Barbara? Et les vitamines, en avons-nous besoin? Oh, nous avons besoin de vitamines et on les trouve en abondance dans les légumes. Le côlon a donc besoin de fibres pour être balayé et pour stimuler le péristaltisme. Le côlon a également besoin d'eau. L'une des principales fonctions du côlon est d'extraire l'eau pour que les matières fécales puissent se former. En effet, lorsque le contenu de l'intestin grêle passe dans le gros intestin, il est liquide. C'est ce qu'on appelle la diarrhée. Mais en passant par le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant, l'eau est extraite et les selles se forment. Si une personne est déshydratée, elle absorbera plus d'eau qu'elle ne le devrait. Elle défèque alors des boulettes de lapin,
D'accord? Lorsque nous entamerons notre voyage dans l'intestin, nous étudierons plus en détail la constipation et la maladie de Crohn de l'intestin irritable. Pour être un organe d'élimination efficace, le côlon a également besoin d'exercice. L'exercice fait bouger le côlon. L'exercice masse doucement le côlon. Et l'exercice augmente l'irrigation sanguine du côlon. C'est pourquoi l'exercice est vital. Le cancer colorectal est aujourd'hui la deuxième cause de décès aux États-Unis. Ce pays mange peu de fibres, boit des boissons gazeuses, des thés et des cafés plutôt que de l'eau, et fait rarement de l'exercice. Il n'y a donc rien d'étonnant à cela. Le rire est un autre stimulant pour le côlon. Les proverbes 17 et 22 affirment qu'un cœur joyeux est aussi bon qu'un médicament. Mais un esprit brisé dessèche les os. Je dirais qu'un esprit brisé peut aussi assécher le côlon. Saviez-vous que les enfants rient 125 fois par jour et que nous devrions en faire autant? Apprenez à rire davantage. Mon petit-fils s'endormait un soir, il avait 3 ans, il s'appelle Sonny, il a appelé sa mère et elle lui a dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et il a répondu « Je viens de trouver un nouveau rire. » Elle a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et le garçon est parti en disant « Et est ?» C'était son nouveau rire. Il est comme ça, jusqu'à présent il fait rire les gens. Mais le côlon a aussi besoin d'une bonne position. Et la bonne position, c'est la position accroupie. Je l'expliquerai et le dessinerai en détail lorsque nous passerons en revue le tractus gastro-intestinal. Mais si vous allez à Singapour, en Afrique, en Inde ou en Malaisie, vous trouverez des toilettes européennes sur lesquelles vous pouvez vous asseoir, et puis il y a les toilettes locales qui sont comme un trou dans le sol. Elles sont toutes carrelées et équipées d'une chasse d'eau. La science le prouve aujourd'hui. Où est notre méthode BHSC? L'histoire nous le montre, la science n'en parle pas beaucoup, la Bible non plus. La science montre aujourd'hui qu'il existe un muscle dans la dernière partie du côlon qui enroule la dernière partie du côlon et qui se détend lorsque l'on s'accroupit. En s'accroupissant, on ouvre donc le côlon et on diminue la pression sur l'anus, ce qui permet de prévenir et même de guérir les hémorroïdes. Nous verrons cela en détail lorsque nous aborderons le tractus gastro-intestinal. Il existe un autre petit organe d'élimination, la langue. Lorsque l'on jeûne, il arrive que l'on se réveille le matin et que l'on se sente mal au niveau de la langue. Cependant, nous ne devrions pas nous brosser les dents au réveil. Car ce qui est présent dans notre bouche le matin, c'est la vitamine B12. La vitamine B12 est produite par les bactéries et s'accumule un peu dans les dents. Ainsi, avec le premier verre d'eau, vous obtiendrez un peu de B12. C'est après un repas qu'il faut se laver les dents. On se nettoie les dents après un repas pour enlever les résidus de nourriture sur les dents. Car s'ils restent là, ils commenceront à pourrir en raison du cycle de vie et les bactéries produites peuvent commencer à corroder l'émail. Mais il y a une chose que nous suggérons à nos clients de faire, en règle générale, je le fais tous les matins, c'est le bain de bouche à l'huile. Il s'agit de mettre une cuillère à soupe d'huile de coco dans la bouche et de la faire tourner. Agitez pendant 10 secondes, reposez-vous pendant 10 secondes, agitez pendant 10 secondes. On l'appelle « bain de bouche à l'huile » pour plusieurs raisons. Premièrement, il élimine les débris de la langue. Deuxièmement, il élimine les débris des glandes situées sous la langue. Troisièmement, il élimine les débris des vaisseaux sanguins situés sous la langue. Mais il y a 2 autres zones qui peuvent extraire des débris, les sinus. J'ai connu des personnes souffrant de problèmes de sinus qui pratiquaient des bains de bouche à l'huile, et lorsqu'elles avaient terminé, elles se mouchaient assez souvent, ce qui semblait attirer un peu plus de débris dans les sinus. Et les personnes souffrant d'affections pulmonaires, comme la bronchite, après avoir fait un bain de bouche à l'huile, tout s'écrachent des grumeaux. C'est très agréable.
J'ai connu des personnes qui ont vaincu la gingivite, qui est une infection des gencives, des saignements des gencives, en se rinçant la bouche avec de l'huile 2 ou 3 fois par jour. Cela renforce les gencives, aide à nettoyer les dents parce que l'huile de coco, au contact des bactéries, libère des éléments antibactériens. Ainsi, dans son flacon, l'huile de coco n'est pas antibactérienne. Mais lorsqu'elle entre en contact avec les bactéries de la peau, elle devient antibactérienne, y compris dans la bouche. C'est bien cela, Barbara? D'abord le verre d'eau et ensuite le rinçage à l'huile? Oui, je prends généralement quelques verres d'eau, un peu de sel, un verre d'eau, puis je prends environ 3 verres d'eau, ensuite je fais mon exercice et quand je reviens, je prends un autre verre d'eau. Ensuite, je me rince à l'huile pendant que je prépare mon petit déjeuner et c'est ainsi que je procède. Il faut s'y mettre et s'organiser. C'est comme pour l'exercice, si vous ne vous y mettez pas et ne vous organisez pas, vous ne le ferez jamais, vous ne ferez que le remettre à plus tard, encore et encore. Barbara, mais si les déchets sont éliminés par la langue, boire de l'eau ne les fait-il pas entrer? Ce n'est pas grave, car notre tube digestif est un tube creux. Ils ressortiront donc par l'autre extrémité. Barbara, mais vous n'avalez pas l'huile? Non. Non. Parce que l'huile dans l'estomac peut déclencher la digestion, et qu'il y a beaucoup de déchets dans l'estomac. Et ce que vous faites, vous ne le versez pas dans le bouchon de vidange parce que vous allez boucher les tuyaux, vous devez le recracher sur l'herbe. Les micro-organismes qui vivent dans le sol s'en chargeront avec plaisir. Ensuite, on se rince la bouche plusieurs fois et on recrache. Barbara, comment cela peut-il affecter les poumons si c'est dans la bouche? C'est très intéressant, mais comment cela se produit-il? Voyez vous-même. Souvent, lorsqu'on se rince avec de l'huile, on a l'impression d'être libéré. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout notre corps est relié. Le même sang qui passe par nos poumons, par notre bouche, passe par toutes les parties de notre corps.